Vous écoutez l'épisode 66 du podcast La boîte à outils des parents, la prévention contre les violences sexuelles. Bonjour, je m'appelle Juliette Cerceau et je suis ravie de vous accueillir sur la boîte à outils des parents. Je suis coach parental et coach de vie certifié. La boîte à outils des parents, c'est le podcast dédié aux parents d'enfants de la naissance à l'adolescence. Chaque mardi, je vous donne des outils concrets, applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. Dans la continuité de l'épisode précédent consacré à la protection des enfants et toujours dans cette volonté de mieux vous informer pour mieux prévenir les risques auxquels les enfants sont exposés, les vôtres et les autres, je vous propose aujourd'hui un épisode dans lequel nous allons parler des violences sexuelles faites aux enfants. Le sujet est délicat et l'idée est de savoir comment les éduquer à la sexualité de façon générale et en particulier à les protéger des risques afférents. Pour ce sujet que je ne maîtrise pas du tout, j'ai invité Anaïs Delessé-Zaheringer. Anaïs a gentiment accepté de venir à mon micro pour nous expliquer comment faire cette prévention auprès de nos enfants. Bonjour Anaïs et bienvenue sur la boîte à outils des parents. Bonjour à tous. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Bien sûr, donc je suis Anaïs Delessé-Zaheringer, je suis sexologue et je suis spécialisée en l'accompagnement des victimes et des paraphiles. Les paraphilies sont les troubles pervers sexuels et les paraphiles sont les personnes qui ont des troubles pervers sexuels. Donc je suis experte dans la victimo-paraphilie, dans l'accompagnement des victimes et de ces personnes-là. Tu es la personne tout indiquée pour ce sujet-là. Je crois bien. Alors, Anaïs, j'aimerais bien préparer mes enfants, j'ai 2 enfants de 7 et 4 ans, un garçon puis une fille, et j'aimerais bien les préparer à avoir une sexualité consentante et éclairée. Comment je fais ? Alors déjà, il suffit de comprendre que la sexualité ne doit surtout pas être un tabou. Il faut pouvoir parler de sexualité dès la petite enfance et l'âge de tes enfants sont presque déjà des âges tardifs pour en parler dès le départ. En fait, à partir du moment où l'enfant a conscience de son corps, à partir du moment où il sait qu'il est dans son corps délimité, qui est le sien et qui n'est plus en accroche avec la maman, eh bien, il est question de son intimité et il est question du coup de l'enseigner dans cette intimité le respect de son corps. Du coup, ce qu'il est bon de comprendre, c'est qu'on enseigne les choses aux garçons de la même manière qu'aux filles. Parce que souvent, on a tendance à croire, malheureusement, que les hommes sont moins victimes que les femmes. Or, les statistiques nous montrent qu'évidemment, les hommes sont tout autant sujets que les femmes et ont beaucoup de mal à en parler plus que nous, finalement, puisque justement, il sera question de troubles sexuels avec questionnement de l'identité sexuelle et de l'orientation sexuelle chez l'homme, souvent derrière. Du coup, ta question, c'était finalement comment je peux aborder le corps avec mes enfants. Alors, tout d'abord, leur présenter le corps. Moi, j'ai un truc astuce que je vous partage. C'est la règle des trous. Et on peut l'expliquer, la règle des trous, à n'importe quel enfant en bas âge et lui dire que voilà, notre corps est fait d'orifices. Les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, évidemment le vagin chez la petite fille et l'anus chez les garçons et les filles, et leur dire que personne ne doit intégrer quelque chose, insérer quelque chose dans ces trous. Et qu'il n'est pas convenable que, évidemment, ça ait lieu, et d'autre part, que si jamais, malheureusement, ça arrivait, eh bien, il faudrait en parler à qui de droit, et donc à papa, à maman, à n'importe qui en qui l'enfant aurait confiance. Cette règle des trous permet d'évoquer un vocabulaire qui est celui de l'enfant. Parce que pour lui, un orifice, ça lui parle pas forcément, un vagin, un anus, ça lui parle pas forcément. Et du coup, relier l'idée que la discussion sera sexuelle, mais sans que ce soit réellement sexuel, parce que nous parlons aussi des yeux, du nez, des oreilles, etc., permet l'appréciation du corps entier. Donc ça, c'est déjà une première approche. Et ensuite, du coup, lui apprendre à se défendre. Et ça, c'est dans un deuxième temps, c'est si malheureusement l'agression a lieu. D'accord. Et juste pour revenir sur les parties du corps, est-ce qu'on nomme précisément chaque partie du corps et donc les parties intimes par leur nom, par des petits noms ? Comment on fait ? Quel est le mieux ? Alors,
Il n'y a pas de mieux dans les apprentissages parce qu'en fait, il va être question de valeurs éducatives. Chacun mène sa discussion avec son enfant avec des vocabulaires choisis différemment selon les croyances, les cas de référence, etc. Et ainsi, je n'ai pas de bons conseils à donner si ce n'est de continuer à parler de la même manière, dans le même registre que l'on a toujours parlé à son enfant. Alors, il y a des familles qui parlent avec des petits noms, Zézette, Zizi, Foufoune, etc. Il y a des familles qui vont dire, ton vagin, ta partie intime, ton sexe, ton pénis. Voilà, donc ça dépend en fait de l'évocation sexuelle dans l'ensemble. Moi, je suis pour ce qui est le plus près de la science. Un vagin s'appelle un vagin, une vulve s'appelle une vulve, un pénis s'appelle un pénis. Voilà, dans l'idée, il est important d'utiliser les bons mots et on peut utiliser d'autres mots parce que dans la bouche d'un enfant, parfois, ça pourrait être déroutant que d'entendre certains mots scientifiques ou biologiquement anatomiques, etc. Mais voilà, moi je pense que lorsque la réalité sexuelle s'impose à notre éducation, elle s'impose avec une réalité physiologique naturelle et qu'il ne faut pas hésiter à utiliser les bons mots. On appelle une main, Exactement. un pénis, par exemple. Voilà, et tout simplement le sexe. C'est pas un mot tabou et du coup être dans des évocations avec des noms justes et corrects. Et quand on prend plusieurs ouvrages qui sont qualifiés sur l'éducation sexuelle de l'enfance avec justement des registres d'âge, etc., il est question de parler d'anatomie et de parties nommées correctement. Donc je suis favorable, puisque la question c'était qu'est-ce que tu en penses finalement. Moi, je suis favorable à l'évoquer avec les bons mots. Ok. Et dès le plus jeune âge. D'accord. Alors, du coup, on a parlé de la prévention en parlant des orifices. Maintenant, si l'agression a lieu. Déjà, si l'agression a lieu, il faut prévenir mieux que guérir. Et donc, la prévention a énormément d'importance parce que plus vous allez parler de sexualité à vos enfants, et dans le cadre d'une éducation sexuelle, plus vous allez lui donner un cadre, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est interdit par la loi, et ça c'est très important, de rappeler à l'enfant qu'il y a des choses qui sont interdites par la loi, pour qu'il comprenne qu'à un moment donné, il peut y avoir des méchantes personnes, des gens qui auraient des mauvaises intentions autour d'eux. Et donc, c'est dans la prévention que l'on va finalement avoir la possibilité malheureuse, et finalement heureuse, d'avoir ensuite les éléments s'il y a une agression. Parce que si vous ne parlez jamais avec votre enfant de sexualité, lorsqu'il y aura agression, il ne parlera pas non plus. Oui, c'est-à-dire que c'est tabou, c'est un sujet qui est a priori tabou, vu qu'on n'en parle jamais, et du coup, s'il se passe quelque chose, c'est aussi tabou, il ne faut pas en parler. Exactement. D'accord. Donc l'idée, ça va être vraiment que ce côté sexuel ne soit pas tabou. Alors bien sûr, après, il faut éviter les climats incestuels, évidemment, et dans le cadre de quoi on se protège et on préserve nos enfants de ne pas participer à notre vie sexuelle. Mais pour autant, il faut qu'ils sachent, l'enfant, et ça fait partie des préventions, que l'intimité est réservée aux adultes consentants, que ça se passe dans certains endroits sans la présence d'un enfant, pour qu'ils comprennent déjà que s'il lui est proposé d'y assister, ce n'est pas normal. Je parle notamment des agressions sexuelles, par exemple, de l'ordre des visionnages de films pornographiques, qui seraient les premières intentions, souvent avant les pénétrations forcées et les attouchements. Souvent, il y a des mises en place d'un climat avec des images, tiens, regarde ci, tiens, regarde ça, etc. Et donc, lui faire savoir à l'enfant qu'il n'a pas lieu de le regarder. C'est déjà important. Oui. Mais ce qui est important aussi, c'est de ne pas mettre l'enfant dans une situation où il penserait à l'âge adulte ensuite que finalement cette sexualité est interdite. Et c'est aussi ça qui est un peu difficile et pointilleux, parce que la sexualité, on doit lui faire entendre que c'est un âge. Et que c'est une éducation à un certain âge. Parce que si on lui dit finalement tout le temps dans un registre que c'est interdit, que c'est nul, que c'est moche, etc., à un moment donné, c'est compliqué de revenir à la sexualité pratico-pratique à l'âge où il sera bon de la partager ou même d'être dans le plaisir individuel par la masturbation. Donc, c'est lui dire que lorsqu'il touche ses parties intimes, cet enfant, que ce soit un homme, un petit garçon, une petite fille, qu'il a le droit de le faire,
parce qu'il faut qu'il puisse connaître son corps ensuite à l'adolescence, mais que c'est un moment pour lui particulier, c'est un moment du coup dans l'intime et qu'il le fait dans sa chambre, qu'il le fait pas devant les gens, qu'il le fait dans la salle de bain. Voilà, il faut pas lui interdire l'accès à la sexualité, ça c'est quelque chose aussi de très important. Tu disais qu'il ne fallait pas interdire aux enfants oui, aux enfants, ou alors c'est ça ma question, aux ados ou aux plus grands, de découvrir la sexualité. À partir de quel âge les enfants découvrent leur sexualité? Je crois que c'est très tôt et ça dépend des enfants. Oui, en fait, ça dépend ce que l'on qualifie de sexualité et du coup, ça dépend du cadre de référence de chacun. En tant que thérapeute sexologue, la sexualité, elle est découverte dès l'âge de 12-13 mois dans des registres de masturbation où l'enfant touche son corps, etc. Il y a même des petites filles qui pratiquent les frottements pour pouvoir avoir des sensations au niveau du clitoris, des petits garçons qui se tripatouillent et donc du coup arrivent à se décaloter lorsqu'ils ne sont pas circoncis et donc amènent du plaisir dans leur corps très tôt finalement. Maintenant, ça, c'est souvent pas forcément qualifié par le commun des mortels comme étant un accès à la sexualité. Pourtant, ça l'est. Et donc, on glorifie la sexualité qu'au moment de la première masturbation et on la qualifie comme telle, voilà, souvent à la préadolescence ou à l'adolescence. Et du coup, peut-être aussi redonner à la sexualité ce qu'il en est, c'est-à-dire que les prémices de la sexualité ne sont pas aussi tard que nous le pensons et du coup c'est aussi pour ça qu'il faut accompagner l'enfant parce que ok, ça te fait du bien, c'est bien de se faire du bien, mais il y a des endroits pour le faire, il y a des moments pour le faire, tu dois le faire seul à ce moment-là, mais tu pourras le partager au moment venu, etc. C'est là qu'il va falloir justement accomplir de choses de l'ordre de l'éducation et de la prévention. D'accord. Et c'est le genre de conversation les yeux dans les yeux ou c'est comme le tout venant, tiens, je suis allée à la boulangerie, tiens, tu vas te masturber dans ta chambre, quoi. Eh bien encore, ça va être une question d'éducation, une question de cadre de référence pour chacun et de valeurs éducatives parce que tu viendrais chez moi dans une réalité où avec mes 5 fils qui sont grands, pour certains, ça va de 20, 17, 16, 11 et 9 à la maison. Les conversations sont dans le tout venant. D'accord, mais parce que ils ont une maman aussi qui est sexologue. Le Covid a fait que j'ai eu consulté à la maison, donc avec des enfants qui étaient aussi dans les alentours, etc. Donc forcément, il y a eu du tout venant. Mais dans d'autres familles, tout aussi riches d'enseignements, ça pourrait se faire entre cas Dieu, j'ai besoin de te parler de certaines choses, etc. Je crois pas que l'un ou l'autre soit mieux ou à prévaloir, mais je crois que tout simplement c'est un savant mélange des deux. C'est qu'il y a certains moments où il va falloir discuter parce qu'il s'est passé quelque chose et qu'il va falloir mettre les points sur les i parce qu'il s'est passé un événement particulier. Je pense à des enfants que je suis. Là, j'en ai un en suivi qui a malheureusement été question dans un cap ou pas cap à l'école de baisser son caleçon en plein milieu de la cour de récréation. Bon, il va falloir parler. Là, c'est entre cas Dieu. Là, c'est pas du tout venant. Bon, pour autant, j'accompagne aussi une famille dont les registres éducatifs sont très pieux et difficiles, dont la sexualité c'est très tabou et dont la petite fille a trouvé évidemment, je pense, beaucoup de plaisir dans la découverte de son corps et notamment de frottements clitoridiens. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. Et les parents sont choqués. Et donc, voilà, ça se fera pas dans le tout venant. Et pour autant, il va falloir le faire parce qu'elle se frotte sur le canapé et qu'il va falloir que ça se fasse autrement que devant les gens à l'apéritif, quoi. Voilà. Oui. Ok. Donc, pour prévenir les abus sexuels dont les enfants pourraient être victimes, c'est parler de leur sexualité, que ce soit pas tabou. On a l'astuce que tu nous as donnée des orifices. On a le cadre, c'est-à-dire de dire que les actes sexuels, c'est entre adultes et dans certaines pièces, on va dire fermées, enfin voilà. Dédiées, fermées. Voilà, c'est mieux. Et pas du tout, du coup, en présence d'enfants et que les enfants n'ont pas à voir des films pornographiques notamment. Exactement. Ok, ça suffit.
Ça suffit pas parce qu'après, on a quand même une génération d'enfants et après, ça dépend de quel genre d'enfants on parle. Là, on est à destination d'enfants de 0 à 12 ans. Donc, on est sur une tranche d'âge qui est quand même concernée par des écrans en permanence, hein, malgré les interdictions moins de 13 ans sur les réseaux tels que TikTok, Snap, etc. Il y a beaucoup d'enfants qui sont au collège et sont déjà matériellement très connectés. Du coup, non, ça ne suffira pas. Ça sera déjà un bon démarrage. Si toutes les familles faisaient ce minimum-là, on serait déjà dans des utilisations, notamment réseau, qui ne seraient pas problématiques parce que voilà, c'est pas normal d'envoyer des nus, c'est pas normal d'en recevoir, ce n'est pas normal de pouvoir être dans une situation de relation quasi sexuelle engagée avec des rapports qui peuvent être soit écrits, j'ai envie de faire ci ou je veux faire ça, à un âge qui est entre 0 et 12 ans. Alors, j'aime pas le mot normal, d'accord, parce que ça dépend de la maturité de l'enfant, ça dépend de beaucoup de choses. Mais bon, quand même, y a une certaine tendance. Et non, ça ne suffit pas en soi, mais ça sera déjà un bon début. D'accord. Et ce qui ensuite sera évidemment à rajouter, c'est lorsque l'entrée au collège se fait, parce qu'il y a quand même quelque chose qui se fait de manière assez formelle à l'entrée du collège, c'est de pouvoir se prémunir de toutes ces relations qui sont accentuées par ce problème générationnel que sont l'exposition aux écrans, et donc là de discuter pour savoir ce qui s'y passe dans ces écrans. C'est tous les jours que moi dans mes consultations, j'accède malheureusement tous les jours à ce genre d'histoire où les jeunes femmes et les jeunes garçons s'envoient des nudes, s'envoient des photos pornographiques, sans même concevoir que c'est pornographique parce que dans leur état d'esprit, ça ne l'est pas en fait. Et c'est ça la problématique, parce que ça reste sur des réseaux, c'est dans les téléphones de chacun, donc voilà. Ce qui pourra être rajouté ensuite, c'est s'il y a par contre d'une agression, c'est de toujours dire à la personne que l'on reçoit, quel que soit son âge et surtout sur un enfant, je te crois. Oui. Et ne remettez jamais en doute ce qu'il en est dit de l'enfant. Après, on pourra travailler sur qu'est-ce qui a été déformé par le choc post-traumatique, qu'est-ce qui a été malheureusement mensonger, mais par émotion trop forte, etc. Peu importe. Mais si l'enfant vient à se confier de quelque chose, il faut l'accueillir en disant « je te crois ». C'est très difficile pour l'adulte en face de garder souvent son calme. C'est souvent plus difficile finalement pour l'adulte concerné par l'accueil de l'émotion du petit que par l'émotion lui-même de l'enfant, souvent, qui parfois ne comprend pas forcément ce qui lui est arrivé dans un premier temps. Et c'est parce que justement le parent a une réaction très formellement et finalement presque logique, mais assez lourde, que l'enfant entend et comprend la gravité de ce qui lui est arrivé, que du coup il intègre cette gravité en lui. Mais au départ, il vient avec son insouciance raconter quelque chose. D'accord. Et du coup, les premières phrases qu'il faut dire à ce moment-là, c'est « je te crois ». D'accord. Et ça, c'est très important. Parce que dans le « je te crois », l'enfant va pouvoir se confier dans tout l'ensemble des détails. Et du coup, c'est là qu'il va être mesurée la gravité de la situation. En ce qui concerne les réactions à avoir lorsque l'enfant témoigne malheureusement d'une agression, il faut donc le croire, l'écouter évidemment, et surtout ne pas l'interroger sur les détails. C'est une erreur fondamentale en fait que nous faisons, parce que l'interroger sur les détails va être parfois malheureusement initiateur de mensonges sans le vouloir, parce que nous intégrons dans notre réalité des mots, des situations, etc. Et l'enfant, en fait, projette des choses. Donc, en fait, il faut pas poser de questions. Il faut laisser l'enfant témoigner, selon la gravité, évidemment, de ce qu'il témoigne. En plus, moins il témoigne plusieurs fois, et plus on a de vérité, d'accord ? Donc, ensuite, évidemment, se prémunir de la justice derrière, si besoin, etc. Mais vraiment, il faut l'écouter et ne pas donner dans les questions des éléments de réponse qui seraient erronés et qui changeraient finalement la réalité de ce que l'enfant a vécu. Faut l'entendre. D'accord. Et parfois, la confidence, elle prend du temps. C'est d'ailleurs pour ça que sur le plan de la justice, nous laissons aux victimes jusqu'à 30 ans pour les viols pour en témoigner et jusqu'à 10 ans pour les attouchements, parce que il est long parfois de témoigner des choses. D'accord. Donc notre enfant nous parle de l'agression qu'il a subie. On dit je te crois et on le laisse dire sans l'interroger
Sans lui demander effectivement en l'influençant en fait par nos questions. C'est ça l'idée, quoi. Exactement. Ok. Sans l'influencer par nos questions qui contiendraient des mots spécifiques, qui rendraient probablement d'autres situations plus complexes parce qu'on lui mettrait des choses dans la tête. Donc, ok, je te crois. C'est difficile de l'entendre, mais je prends sur moi en tant qu'adulte et je l'accepte et je l'accueille. Voilà, je te crois, je suis là. Quand tu veux en parler, nous en parlons quand tu veux. Et si tu veux me raconter ce qui s'est passé, je t'écoute. C'est important que je sache. Et lui laisser l'opportunité, évidemment, de se confier, mais vraiment sans jamais l'influencer. C'est ce qui est le plus dur quand on accueille ce genre de confidence. Ouais, je suis pas sûre qu'on ait le réflexe de pas te poser des questions. Non, c'est sûr, et c'est pour ça qu'il faut l'évoquer parce que le premier réflexe c'est c'était où et comment ça, mais du coup et puis des fois il y a une colère parce que la peur est une émotion à ce moment-là déplacée et du coup c'est qu'est-ce qui se passe, mais dis-moi, etc. Et c'est souvent pas la bonne réaction. La bonne réaction c'est ok, merci. Il y a aussi dans le je te crois, il y a merci de te confier à moi, de la confiance que tu m'accordes. Je suis là pour te protéger. Dis-moi ce qui s'est passé lorsque tu seras prêt à me le raconter. Voilà, il y a quelque chose de l'accueil vraiment entourant, enveloppant qu'il faut avoir avec surtout les jeunes enfants, parce que les enfants, plus ils sont jeunes, plus le vocable employé va être sans filtre. Et je peux te donner un exemple, Juliette, si tu le souhaites, notamment d'un malheureux d'une malheureuse situation d'agression sexuelle sur un petit garçon qui a dit à sa maman j'ai mal, maman, quand papa il me met son gros pouce dans le cul. La maman, elle a compris que c'était pas le doigt, hein, évidemment, et l'enfant il avait je sais pas 3-4 ans. Oui. Et en fait, c'était dans le cadre d'un divorce, avec une garde alternée, avec des choses. Et du coup, voilà, paniquer, quoi. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Comment ça se passe? Bon. Mais en fait, voilà, l'enfant, il s'enfiche à ce moment-là. Oui. Et il a dit le gros doigt, le gros pouce. Oui. Alors qu'en fait, il savait très bien que c'était pas le doigt, c'est pas le pouce. Mais du coup, qu'est-ce que ça signifie derrière? C'est peut-être qu'il a d'abord utilisé ses mains, que du coup, il lui a peut-être dit ça serait que les mains. Voilà. Donc, il faut laisser venir pour comprendre pourquoi il le dit de cette manière. Et évidemment, accueillir l'horreur de ce que l'on confie avec le moins d'émotions possible pour pouvoir rassurer l'enfant qui, lui, se confie. Oui, d'accord. Ok, eh ben, merci beaucoup Anaïs pour toutes ces informations. C'était une discussion vraiment très riche et passionnante, même si le sujet fait froid dans le dos. Oui. Est-ce que tu peux nous dire, Anaïs, où est-ce qu'on peut te retrouver? Bien sûr, alors pour l'ensemble des consultations, je suis sur Doctolib en tapant mon nom et mon prénom dans la barre de recherche, doctolib.fr, en tapant Anaïs Delessé-Zaringer. Et du coup, en visio disponible sur l'ensemble de la France et à l'international. Et ensuite, sur Toulouse, je consulte sur l'avenue Saint-Exupéry et sur Colomiers, qui est dans la région. Et très, très bientôt, je vais consulter maintenant sur Castres également. D'accord. Eh ben, merci beaucoup, Anaïs. Je mettrai toutes les références dans les notes de l'épisode. De toute façon, comme ça, on te retrouvera plus facilement. Super, merci Juliette. Un grand merci. Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les notions utiles sur le site internet BAO comme boîte à outils, baodesparents.com. Et vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes et pour télécharger mon guide gratuit des 5 règles pour arrêter de crier sur ses enfants. Je vous offre également la liste des émotions que j'ai élaborées pour développer votre vocabulaire émotionnel. C'est la première étape pour pouvoir ensuite mieux accueillir vos émotions et celles de vos proches, à commencer par celles de vos enfants. Sachez que vous pouvez également me suivre sur Instagram sous le nom BAO des parents et sur Facebook sur la page La boîte à outils des parents. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir en déposant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment ce qui va permettre à la boîte à outils des parents de remonter dans l'algorithme de recherche. C'est donc le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à d'autres auditeurs de retrouver ce podcast plus facilement. Enfin, et après j'arrête, sachez que si vous voulez vivre dès maintenant la vie à laquelle vous aspirez, je propose un accompagnement personnalisé, peu importe votre besoin, que ce soit dans votre vie familiale, professionnelle, personnelle ou même sentimentale. Je vous offre un rendez-vous découverte de 30 minutes qui est gratuit et sans engagement. Vous trouverez toutes les informations sur mon site internet baodesparents.com. À mardi prochain!